Ok, on est le jeudi 15 janvier 2009. I looked up and there were flames coming out of the number one engine. I just saw the big splash when the plane just bounced over the water. It was coming low, too low, and all of a sudden it just hit the water. It hit the water right behind the Intrepid. We saw it right in the center of the Henry Hudson. It looked like a huge water explosion. We don't know how many people are on that airplane. Un Airbus A320 vient de s'écraser sur le fleuve Hudson, juste à côté de Manhattan. They were 6 minutes into their flight when they encountered some sort of problem. Initial reports are a bird strike. Au cœur de toutes les discussions, le pilote. Pilot did a masterful job of landing the plane in the river. U.S. Airways Captain Chesley Sully Sullenberger did something extraordinary. Did you make any mistakes? Of course. It wasn't perfect, but it worked. And I was confident I could find something that would work. And it changed your life forever. Instantly, completely, forever. C'est un jeudi tout à fait ordinaire qui débute à New York ce 15 janvier 2009. Bon, si ce n'est qu'il fait froid, très froid même. Et les transports sont pas mal perturbés, que ce soit le métro, les ferries ou encore les avions. Vicky Barnhart est une jeune consultante en management basée à New York. Sauf que son mari Mike et leurs deux enfants Michael et Samantha, eux, vivent en Caroline du Nord. Alors chaque semaine, Vicky fait l'aller-retour entre sa carrière à New York et sa vie de famille à plusieurs centaines de kilomètres de là. De son côté, Jeff Kolodje et son père Rob attendent ce mois de janvier depuis plus d'1 an. Ils attendent ce moment avec impatience parce qu'ils ont prévu de passer plusieurs jours à Myrtle Beach. Jeff et son père ont une passion commune, le golf. Et Myrtle Beach, c'est le paradis des golfeurs. On surnomme carrément cet endroit la capitale mondiale du golf. Donc là, vous comprenez pourquoi ils attendent que ça. Sauf que c'est la panique totale quand leur vol est annulé à cause des intempéries. Mais vu qu'ils veulent rater ce séjour golfique pour rien au monde et qu'ils sont ultra pressés, ils font tout pour choper les derniers billets d'un vol vers la Caroline du Nord qui va les rapprocher de Myrtle Beach. Et c'est le soulagement parce qu'ils réussissent à les avoir ces billets. Alors chacun de nos 3 intervenants prennent un taxi direction LaGuardia. LaGuardia, c'est l'un des 3 principaux aéroports de New York. Ouais, j'ai découvert qu'il y avait 3 aéroports à New York, le John F. Kennedy, le Newark et celui qui nous intéresse, LaGuardia. Ça fait vraiment réaliser à quel point cette ville est gigantesque. Mais bref, nos 3 voyageurs s'apprêtent à prendre le même vol, le vol 1549 de la compagnie US Airways à destination de la ville de Charlotte en Caroline du Nord. L'avion est complet. Il compte 150 voyageurs et 5 membres d'équipage, soit 155 personnes présentes dans cet avion. Ça fait pas mal de monde. Et en parlant d'avion, l'avion qui va transporter tous ces passagers est un Airbus A320. Alors pour ceux qui sont pas familiers avec le monde de l'aviation, l'Airbus A320, c'est un titan. Un colosse qui mesure 37 mètres de long, 11 mètres de hauteur et qui pèse avec tous les passagers et les bagages 64 tonnes. C'est l'avion de ligne le plus vendu au monde et il est considéré comme l'un des plus sûrs sur le marché. Sorti en 1987, l'A320, c'est le genre d'avion qui peut pas être piloté par n'importe qui. Alors laissez-moi vous présenter les 2 hommes aux commandes de ce monstre. D'abord le copilote, Jeffrey Bruce Skiles, aussi surnommé Jeff. Ça fait pas mal de Jeff dans cet avion. En tout cas, lui est âgé de 49 ans et il pilote depuis ses 16 ans. Il est fils de 2 pilotes et il a toujours baigné dans le monde de l'aviation. Ça fait 23 ans qu'il bosse pour la compagnie US Airways. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il en a passé des heures dans le cockpit. Jeff, c'est un pilote ultra expérimenté, sauf que c'est sa première fois dans un Airbus A320. Alors c'est pas lui le boss dans le cockpit. Je vous l'ai dit, il est copilote. Ça veut dire que sur ce vol, il est là pour assister le commandant de bord. Le commandant de bord, c'est le patron dans l'avion. C'est lui qui prend les décisions, qui analyse, qui coordonne l'équipage et qui gère les situations de crise comme celle dont je vais vous parler. Le tout depuis le cockpit. Bien sûr, tout le monde ne peut pas gérer un A320 en détresse. Par contre, peut-être que certains d'entre vous pilotent une entreprise au quotidien. Et là aussi, la gestion et l'organisation, c'est essentiel. Et c'est exactement là qu'intervient le sponsor de cette vidéo, Odoo. Odoo, c'est une plateforme de gestion tout en un qui propose des dizaines d'applications pour couvrir tous les aspects de la vie d'une entreprise. Comptabilité, facturation, gestion des stocks, signature de documents et même un CRM pour suivre ses clients. Au total, t'as plus de 45 applis qui communiquent entre elles. Du coup, pas besoin de jongler entre 10 logiciels différents avec chacun leur interface. Ici, tout est centralisé. Donc c'est large, plus fluide et beaucoup plus simple. Et ce qui est vraiment trop bien, c'est que tu peux commencer avec une première appli qui est gratuite à vie, avec le support et l'hébergement illimité. C'est totalement bénéf. En fonction de tes besoins, tu peux en ajouter au fur et à mesure. Et si tu veux avoir accès à l'ensemble des applis et être au max, c'est à partir de 19,90 € par mois. Aujourd'hui, Odoo est utilisé par plus de 15 millions d'utilisateurs dans le monde.
monde. Et ça va des petites boîtes aux grandes entreprises. Donc si tu veux une meilleure vue d'ensemble sur ton activité et ses performances, je te conseille d'utiliser Odoo. Je vous mets le lien en description et un grand merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Et pour revenir à notre commandant de bord, on peut le dire, il y a un sacré pilote dans l'avion. Puisqu'aux côtés de Jeff, il y a un pilote plus qu'aguerri, comme on peut le voir à la blancheur de ses cheveux. Et d'ailleurs ça a pas mal rassuré les passagers qui l'ont vu entrer dans l'avion. Ce pilote est un certain Chesley Sullenberger, aussi surnommé Sully. Chesley Burnett Sullenberger III naît le 23 janvier 1951 à Denison au Texas. Il est le fils d'un dentiste qui porte le même nom, Chesley Jr., et d'une institutrice, Pauline. Et il a aussi une petite sœur, Marie. Pauline, sa mère, c'est le genre de prof qui est aimé de tout le monde. De ses élèves, de leurs parents, des autres profs. C'est un peu une star locale dans le coin où ils habitent. Et c'est une femme assez avant-gardiste parce qu'elle est très engagée dans pas mal de causes. Notamment l'instruction et la formation des femmes. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Une femme inscrite à l'université au Texas, c'est pas super bien vu. Pauline milite à fond pour cette cause, alors que le féminisme, c'est une notion qui est loin d'être aussi actuelle qu'aujourd'hui. De son côté, le père de Sully est lui aussi un homme assez différent de ceux de cette époque, parce qu'il met un point d'honneur à toujours privilégier le temps passé avec sa famille plutôt que son travail. Le travail, c'est secondaire pour lui, et ce, bien avant la Gen Z. Il veut le fameux équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est un excellent père de famille, et Sully admire beaucoup son papa. Tout ça pour dire qu'il a des parents assez hors du commun pour cette époque. Et c'est tout cet environnement qui va faire de lui une personne assez exceptionnelle. Sa petite sœur Marie lui répète souvent que c'est un grand frère quasi parfait, et que c'est en veillant sur elle qu'il développe un sens des responsabilités hyper poussé. Et ça va beaucoup lui servir dans sa future carrière. Et sa future carrière, elle vient pas de nulle part. Son père a une passion, l'aviation. We lived near an Air Force base, so I was always seeing jets fly over the house. I could tell you what kind of airplane that one is, what kind of engine it has, how fast it would go. I think I knew by the age of 5 I wanted to fly airplanes. À 6 ans, il construit lui-même ses propres maquettes. À 11 ans, il monte pour la première fois dans un avion. Et à 16 ans, il passe l'étape ultime. Il demande à ses parents des leçons de pilotage. Pour ça, son père prend contact avec le pilote du coin, Monsieur Cook. C'est un bête de pilote qui était instructeur pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est le vieux un peu aigri du coin qui a sa propre piste d'atterrissage, mais qui aime plus trop jouer les profs. Sauf que Cook voit en Sully un gamin sérieux, mais aussi très talentueux. Alors il accepte de lui apprendre à piloter. En 2 mois, Sully enchaîne 16 leçons. Et c'est le 3 juin 1967 qu'il réalise son premier vol en solo, et ce moment est l'un des plus importants de sa vie. I made 3 circuits of the pattern, 3 takeoffs, 3 landings, and rolled to a stop back at his hangar, and he said that was good enough, I'll let you do it again. À ce moment précis, il comprend que c'est pas juste une passion, c'est toute sa vie. I knew I wanted to fly for a living. I wasn't sure at the outset exactly how I was going to get where I wanted to go, but like my father and his generation, I felt an obligation to serve in the US military. I chose to go to the Air Force Academy. L'école des futurs pilotes de l'armée et se forme comme pilote de chasse. Il est diplômé en 1973 en étant l'un des meilleurs de sa promo, donc il est récompensé au passage, tant qu'à faire. Puis il rejoint l'US Air Force. Il apprend à piloter toutes sortes d'appareils, des avions de combat évidemment, mais aussi des planeurs. C'est des avions qui n'ont pas de moteur, que tu pilotes uniquement grâce au vent, en planant. Et retenez bien cette compétence. Sully sert sur plusieurs bases, aux États-Unis et en Angleterre, et il grimpe les échelons jusqu'au grade de capitaine. Je me répète et je vais souvent vous saouler avec ça, mais quand je vous dis que ce mec est un crack, c'est vraiment un boss. En 1980, après plusieurs années sous l'uniforme, il quitte l'US Air Force et entame la deuxième grande partie de sa carrière. Il devient pilote de ligne pour la compagnie US Airways. Et Sully, c'est le genre de pilote que t'admires. Pour vous donner une idée, dans son livre, il raconte que ça lui arrive souvent après sa journée de rester avec des passagers qui ont perdu leur bagage pour les aider. Son parcours, on peut le dire, c'est un sans faute. Il lui manque juste la réussite niveau perso. Et ça va arriver. En 1986, Sully croise le chemin de Laurie, de qui il tombe évidemment amoureux. 3 ans plus tard, ils se marient, puis ils adoptent 2 filles, Kate en 1993 et Kelly en 1995. Et là, on peut le dire, il a tout accompli. Le gars ne peut pas aller plus loin que ça. Après plus de 42 années d'expérience, 19 700 heures de vol effectuées, 11 millions de kilomètres parcourus. Après avoir fondé une famille dont il est super fier, on peut l'affirmer sans trop se mouiller, Sully est un pilote en qui on peut avoir confiance. Et ce parcours remarquable nous amène à cette journée du 15 janvier 2009, dans l'Airbus A320 qui s'apprête à décoller en direction de Charlotte. L'ambiance est super bonne dans l'avion, surtout dans le cockpit. En fait, il faut savoir que 4 jours plus tôt, Sully et Jeff, ils se connaissaient absolument pas. Les pilotes et personnels navigants, ils font pas un vol et puis ils rentrent chez eux. Non, ils travaillent par bloc, qu'on appelle des rotations. En gros, ils forment une équipe pendant quelques jours et ils enchaînent plusieurs vols. Ensuite seulement, ils ont droit à quelques jours de repos et puis ils repartent pour une nouvelle rotation. Du coup, il y a une nouvelle équipe pour chaque rotation et la plupart du temps, ils se connaissent pas. C'est le cas de Sully et Jeff, les pilotes, mais aussi de Sheila, Donna et Doreen, les 3 hôtesses. Mais ici,
Tout le monde s'est très vite bien entendu. Surtout Sully et Jeff, ça matchait direct. C'est comme s'ils se connaissaient depuis des années. Il y a des rencontres comme ça, mais ce que cette équipe ne sait pas, c'est que ce vol 1549 qui débute comme 10 000 autres dans leur carrière, celui-ci va bouleverser leur vie. Après avoir checké le niveau d'essence, les prévisions météo, le plan de vol et fait toutes les vérifications, le vol 1549, nom de code Cactus 1549, est autorisé à décoller. Pour tous ceux qui ont déjà pris l'avion, vous le connaissez, ce petit stress du décollage. En général, tout se passe très bien et c'est le cas ici. À 15h25 et 43 secondes, l'avion quitte la terre ferme. En plus, la météo s'est largement améliorée et les conditions sont bonnes. Pour ce qui est de nos passagers, à cause de leur réservation de dernière minute, nos golfeurs ne sont pas placés à côté. Jeff est installé au 24e rang et son père au 6e rang, tandis que Vicky est installée au dernier rang. Et bon, elle aime pas du tout être là. I don't like sitting in the back, but the flight was packed. Obviously had no choice. En tout cas, l'avion continue sa montée. Le vol doit durer 2 heures. L'itinéraire prévoit d'aller au nord de New York, puis de tourner à l'ouest, direction Charlotte. L'avion vole depuis 30 secondes et... tout se passe très bien. L'avion continue tranquillement sa montée au-dessus du Bronx à environ 400 km/h. Quelques secondes plus tard, l'avion atteint les 1000 mètres d'altitude. Et vous savez, c'est un peu le moment où on commence à entrer dans les nuages, vous voyez? Voilà, donc l'avion continue de monter, mais à 15h27 et 11 secondes, un immense nuage sombre approche à grande vitesse. Jeff, le copilote, comprend immédiatement ce que c'est et prononce le mot « birds ». Mais en une fraction de seconde... And then they filled the windscreen as if it were a Hitchcock film. There's a boom. Bang. Some sort of sound. Personne ne capte ce qui se passe. Tous les passagers se regardent en se demandant si ce gros boom était normal. Mais en regardant par la fenêtre, certains passagers constatent que de la fumée sort de l'un des réacteurs et qu'il ne tourne plus. Dans le cockpit, Sully et Jeff analysent rapidement la situation et s'aperçoivent qu'il n'y a pas qu'un seul moteur qui est endommagé. Les paramètres moteurs affichent que les 2 réacteurs perdent toute leur puissance. Alors ils tentent toutes les procédures de redémarrage, mais rien. L'un des moteurs est complètement HS et l'autre tourne à peine. Et là, c'est une situation totalement inédite pour eux. Une perte complète des 2 réacteurs, ça n'arrive jamais dans la carrière d'un pilote. Selon la Fédération américaine de l'aviation, le taux de panne est d'1 pour 375 000 heures de vol. Je vous épargne le calcul, ça fait ça. Pour un seul moteur. Alors 2, ça peut pas arriver. My initial reaction was one of disbelief. I can't believe this is happening. This doesn't happen to me. T'as beau avoir 30 ans d'expérience, avoir fait face à tout un tas de cas de figure comme des grosses tempêtes ou toutes sortes de problèmes moteurs, t'es jamais vraiment préparé à ça. Mais vous commencez à connaître un peu Sully maintenant. Il réussit à garder un calme olympien. And I said, Mayday, Mayday, Mayday. Cactus 1549. Patrick Arten est le contrôleur aérien chargé de gérer la situation. Et lui aussi s'apprête à vivre l'un des événements les plus marquants de sa vie. You need to return to LaGuardia. Turn left heading up 220. La situation est critique parce que l'appareil perd plus de 6 mètres d'altitude par seconde. Et à ce rythme-là, dans 3 minutes, il s'écrasera sur New York. Et alors là, il est plus seulement question de la vie des 150 passagers à bord, mais aussi de la vie de centaines de New-Yorkais au sol. Pour éviter ça, Patrick leur propose de revenir à LaGuardia sur une piste qu'ils ont dégagée spécialement pour eux. Seulement... Vous venez d'entendre Sully, grâce à son expérience, il comprend instantanément qu'il peut pas rejoindre cette piste à temps. En cabine, les passagers commencent à comprendre que la situation n'est pas normale, parce qu'ils n'entendent plus le bruit des moteurs. Sans moteur, l'avion s'est donc transformé en planeur. Un planeur de 64 tonnes. Patrick leur propose une autre alternative. Cactus 1549, runway 4 is available if you want to make left traffic to runway 4. What's over to our right? Anything in New Jersey, maybe Teterboro? Okay, yeah, off your right side is Teterboro Airport. Teterboro, c'est un aéroport situé à 10 km de là. Sully amorce alors un virage direction Teterboro. Dans moins de 2 minutes, l'avion touchera le sol. Je vous rappelle que dans la cabine, les passagers sont très inquiets et aucun d'entre eux ne sait vraiment ce qui se passe. Sheila, Donna et Doreen comprennent évidemment que quelque chose ne va pas, mais ne savent pas vraiment non plus. Alors elles rassurent les passagers comme elles le peuvent. Dans le cockpit, Sully comprend qu'il doit vite prendre une décision. Les secondes défilent, l'avion perd de plus en plus d'altitude. Et Sully sait qu'il est trop tard pour atteindre une piste d'atterrissage, même la plus proche. Alors, pendant qu'il survole le fleuve Hudson, il réfléchit, il analyse et il comprend qu'il n'a plus qu'une solution. Cactus 1529, turn right 280, you can land runway 1 at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're gonna be in the I'm sorry, say again, Cactus? Bah là, je pense qu'on a tous eu la même réaction que Patrick le contrôleur. Tu peux répéter? Mais Sully l'a bien dit, il va atterrir, ou plutôt amérir dans l'Hudson. Alors, je suis pas un pro de l'aviation, mais un amérissage forcé avec un avion comme celui-ci,
On n'est pas sur un hydravion là, les avions qui sont prévus pour ça. Tenter cette manœuvre avec autant de passagers à bord, c'est de la folie. Pour que vous compreniez bien, un amérissage forcé avec un avion de ligne comme ça, c'est mission impossible. Très peu de pilotes ont réussi dans l'histoire de l'aviation. Un exemple qui est très souvent cité, c'est ce tragique vol 961 de la compagnie Ethiopian Airlines qui a eu lieu le 23 novembre 1996. Le pilote a tenté un amérissage forcé dans l'océan Indien après que l'avion ait été détourné par des pirates. Mais l'issue... 125 morts. Vous comprenez mieux maintenant l'enjeu et la difficulté de tenter une telle manœuvre. Mais Sully garde son calme. Il le sait, il en est convaincu, il n'y a qu'une seule et unique solution. Alors il met l'avion en position et commence la manœuvre. Sauf qu'il y a un gros problème sur le trajet. L'avion fonce droit sur le pont George Washington qui mesure 200 mètres de haut et l'appareil n'est plus qu'à 500 mètres du sol. Donc là, en plus des passagers, il peut faire de nombreux morts parmi les New-Yorkais qui roulent sur le pont. Heureusement, il ne passe qu'à quelques dizaines de mètres au-dessus. C'est un soulagement mais de courte durée, parce que le plus gros reste à faire. Depuis la cabine, les passagers commencent à voir des immeubles défiler par la fenêtre. Et tout le monde pense directement à un tristement célèbre événement survenu 8 ans plus tôt. L'avion descend de plus en plus vite et il ne reste que 92 secondes avant qu'il atteigne l'eau. À 15h29 minutes et 11 secondes, Sully prend le micro et fait une annonce. 7 mots sont prononcés. Et ils vont non seulement faire prendre conscience à toutes les personnes présentes dans l'avion de la situation, mais ces 2 phrases vont les marquer pour le restant de leur vie. Alors, mettez-vous à leur place un instant. À partir de maintenant, c'est très certainement l'événement le plus long, le plus éprouvant, le plus terrifiant de toute leur existence. Les 3 hôtesses donnent les consignes de sécurité et chacune des 155 personnes dans cet avion, personnel navigant comme passagers, se préparent à vivre leurs derniers instants. Holy cow, I'm gonna die in 90 seconds. I thought that was it. Had to kind of quickly go through the grief cycle and accept it. If this was the end, was I the person that I really wanted to be? Certains appellent leur famille, il y en a qui prient, d'autres se serrent contre leurs proches une dernière fois en attendant la fin. Il ne reste que quelques secondes avant de toucher l'eau. Et vous vous demandez sûrement, qu'est-ce qu'a dit Sully? Quels sont ces fameux mots prononcés au micro par le commandant Sullenberger qui ont terrifié les passagers? Pilot came on and he said, There was one announcement and that was, I heard Captain Sullenberger say, "This is the captain. this is the captain. This is the captain. This is the captain. Brace for impact. Operator 139, where's your emergency? A plane has just crashed into the Hudson River. À 15h, 30 minutes et 43 secondes, l'Airbus A320, nom de code Cactus 1549, amérit sur l'Hudson à 230 km/h. Un mur d'eau vient s'exploser contre le pare-brise de l'avion. Sully et Jeff sont heureusement hyper bien attachés dans leur siège et encaissent le choc. Tout comme les 153 autres personnes présentes dans l'avion qui s'étaient préparées à l'impact. Et l'impact est ultra violent. Pour chacun des passagers, c'est très sûrement le choc le plus violent qu'ils aient jamais vécu. Imaginez-vous prendre un énorme freinage à 230 km/h. C'est une folie. Mais l'avion a améri avec succès. Il ne s'est pas désintégré, il n'a pas explosé. Sully a accompli l'impossible. I think in many ways, as it turned out, my entire life up to that moment had been a preparation to handle that particular moment. I was sure I could do it. It just took some concentration. Lui et Jeff se regardent instinctivement. And we said, well, that wasn't as bad as I thought. Et alors là, vous vous dites sûrement, ça y est, tout le monde est sain et sauf, c'est terminé, il n'y a plus rien à craindre. Sauf que dans l'appareil, les passagers ont à peine le temps de se réjouir ou même de réaliser ce qui vient de se passer, qu'ils sentent quelque chose de froid, de très froid toucher leurs pieds. C'est de l'eau. L'impact était si violent qu'il a créé une fissure au niveau de la queue de l'appareil. Et pire, Sully et Jeff, dans l'urgence de la situation, n'ont pas eu le temps d'appuyer sur le bouton de procédure d'amérissage. C'est le bouton qui enclenche le système de fermeture des écoutilles pour empêcher l'eau d'entrer dans l'avion. Alors l'Hudson est en train de remplir l'avion à une vitesse folle. Je vous rappelle que dehors là, il fait moins 6 degrés. Pour vous donner une idée, quand vous allez à la plage là, et que vous galérez à rentrer dans l'eau, dites-vous que la température est entre 15 et 20 degrés. Ici, la température de l'Hudson est à 2 degrés. 2 petits degrés. Rester trop longtemps dans une eau aussi froide et c'est l'hypothermie assurée, et en quelques minutes, ça peut être fatal. Et la température de l'eau, c'est pas le pire. Dans très exactement 24 minutes,
la cabine sera entièrement sous l'eau. Mais en amérissant dans l'Hudson, Sully a encore une fois fait un choix très intelligent. We were trained to land in the water near other boats to facilitate rescue, and that was a good place to go. Et moins d'1 minute après l'amérissage, tous les ferries aux alentours sont alertés. Le Thomas Jefferson de Vincent Lombardi est le ferry le plus proche de l'avion. Mais il lui faut 4 minutes pour arriver. Alors que pendant ces 4 minutes, tout peut se passer. Pendant ce temps, les passagers commencent à rejoindre les sorties de secours. Et c'est la panique totale. Certains sautent volontairement ou glissent dans l'eau gelée sans gilet de sauvetage, sans rien, et le courant les emporte. D'autres n'écoutent pas les consignes et grimpent sur les sièges pour atteindre plus vite la sortie. L'eau continue de pénétrer l'avion de plus en plus vite. Je vous le rappelle, Vicki Barnhart, elle est au fond de l'avion. Et elle se dit que c'est la fin puisqu'elle sera dans les dernières passagères à sortir. As the water is coming in so quickly, I'm starting to think, this may be how I'm dying now. I'm gonna drown. N'étant pas à côté, nos deux golfeurs Rob et Jeff sont séparés et aucun ne sait si l'autre est en vie. My son, I knew was in the back. That's all I knew. Stuck or injured. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que la grande majorité des passagers ont réussi à sortir et se sont placés sur les ailes. Entre-temps, Sully et Jeff sont sortis du cockpit pour aider Sheila, Donna et Doreen à accompagner les passagers vers les portes. Sully est, comme vous l'imaginez, extrêmement calme et rassurant. Il remplira sa mission coûte que coûte. Tant qu'il n'est pas sûr que tous les passagers de cet avion sont dehors, il ne sortira pas. Alors il fait plusieurs fois l'aller-retour entre le fond et l'avant de l'appareil. 3 minutes et 40 secondes après l'amérissage, le ferry de Vincent Lombardi arrive enfin. Lui et ses matelots balancent un maximum de gilets de sauvetage pour les passagers qui sont dans l'eau. Mais ce qui rend l'opération délicate, c'est que ces bateaux ne sont pas du tout faits pour le sauvetage. Vous le voyez aux images, le pont d'embarquement se situe 2 mètres au-dessus de l'eau, donc c'est beaucoup trop haut pour les passagers. Alors l'équipage balance des filets et quelques passagers arrivent à monter. Un autre ferry arrive 1 minute plus tard. Mais problème, le courant est tellement fort que ce ferry galère à manœuvrer et manque de percuter les gens sur le côté gauche de l'appareil. C'est le bordel. Parmi les passagers, Rob réussit à grimper sur ce deuxième ferry, mais il ne sait pas où est son fils. Et il commence à imaginer le pire. I still hadn't seen my son yet. Things go through your mind that I'll never see him again. Life ended too early for this kid. Et ce qu'on oublie depuis tout à l'heure, c'est que tout ça, ça n'a pas lieu en pleine mer au milieu de nulle part. Ça se passe sous l'œil de centaines de New-Yorkais qui sont complètement choqués par ce qu'ils sont en train de voir. I saw it hit the water. Saw it hit the water? Yeah. Certains pensent halluciner, d'autres imaginent voir le tournage d'un film. Et il y en a qui pensent qu'une bombe vient d'exploser dans le fleuve. Le 911, le numéro d'urgence, croule sous les appels. Il y a un avion là, dans le fleuve de New York. C'est quoi cette dinguerie? Janice Crumps est un témoin présent sur l'un des ferries. Et il va faire un geste qui paraît totalement logique et anodin aujourd'hui. Il va prendre en photo la scène et faire un tweet. Je vous remets dans le contexte de l'époque, dites-vous qu'à ce moment-là, le premier iPhone est sorti il y a à peine 2 ans, Twitter fête ses 3 ans et il n'y a pas beaucoup de monde sur la plateforme. Aujourd'hui, on est beaucoup à avoir Twitter. X, ok. Qui dit X en vrai? En tout cas, c'est devenu la source principale d'information de beaucoup de monde. Mais à ce moment-là, en 2009, ce simple tweet va être un véritable game changer dans le monde du journalisme. Les médias comprennent que des gens lambda, qui ne sont pas du tout journalistes, peuvent diffuser une info et qui peuvent couvrir un événement plus vite parce qu'ils sont déjà sur place, au bon endroit, au bon moment. Ce simple tweet de Janice Crumps va devenir viral et sans le savoir, il vient de changer notre rapport à l'information à jamais. Et je trouve ça fou, cet événement a participé à l'explosion de Twitter et à la transmission de l'information telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais bref, 11 minutes après l'amérissage, les plongeurs de la police débarquent sur les lieux et c'est toujours le bordel. 7 bateaux entourent l'appareil et continuent d'accueillir des rescapés à leur bord. Certains sont encore dans l'eau et la police prend en charge le maximum de personnes possible. L'avion continue de couler et il ne reste que quelques minutes avant qu'il soit sous l'eau. Des passagers sont peut-être encore coincés dedans. La police fait le maximum de vérifications mais doit s'arrêter pour ne pas se mettre en danger. Sully était évidemment la dernière personne à quitter l'avion. Il dit au garde-côte avoir fait plusieurs fois l'aller-retour dans l'avion et il l'affirme, il n'y a plus personne. C'est ce qu'on espère tous. Les passagers sont conduits au port le plus proche. Beaucoup sont en état de choc, certains font une hypothermie, mais heureusement les secours locaux ont été mobilisés et ils sont rapidement pris en charge. Rob fait partie de ces passagers, mais il n'a toujours pas de nouvelles de Jeff. Il commence sérieusement à perdre espoir et imaginer le pire, quand soudain... Pendant que Rob était sur l'aile gauche, Jeff a pu rejoindre un bateau sain et sauf depuis l'aile droite. Il va bien. De son côté, Vicki aussi s'en est sortie saine et sauve. C'est un miracle. Mais pendant que les rescapés se réjouissent d'être en vie et sortis d'affaires, Sully ne pense qu'à une chose. Combien de passagers ont survécu? Combien sont morts? Et quelques heures plus tard, la nouvelle tombe. After bugging people for hours, I finally got the word that it was official, that the count was 155. All survived. Yes, 155. Cet amérissage
est un miracle, il n'y a pas d'autre mot. Au total, 5 personnes sont grièvement blessées, dont Doreen, l'une des hôtesses qui a une lacération profonde à la jambe. 78 passagers sont pris en charge pour des blessures légères ou des hypothermies. Les 5 membres d'équipage et 45 passagers sont transportés à l'hôpital, mais en ressortent très vite. Au final, on compte 155 survivants sur 155 passagers. Et quelques jours plus tard, les retrouvailles entre l'équipage et les passagers sont assez émouvantes. More than one woman came up to me and said, "Thank you for not making me a widow. Thank you for allowing my 3-year-old son to have a father." Mais seulement voilà, après un tel événement, c'est la procédure qui l'oblige, une entité fait son entrée, le NTSB. Le NTSB, c'est le Conseil national de la sécurité des transports, et ils ouvrent une enquête. Alors vous allez me dire, pourquoi ouvrir une enquête? Après tout le monde a survécu, c'est tout ce qui compte, non? En fait, c'est normal, c'est exactement le boulot du NTSB. Et je vous rassure tout de suite, leur objectif c'est pas de descendre Sully ou de l'accuser de quoi que ce soit, mais de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Est-ce qu'il a suivi les procédures? Est-ce qu'il a fait les bons choix? Et surtout, est-ce qu'il y avait d'autres options? Alors pendant 15 mois, le NTSB décortique méticuleusement toutes les circonstances de l'accident et l'enchaînement des événements. Alors, je vous épargne les détails du rapport qui est dispo sur le net, là je vous mets le lien en description, mais après plusieurs tests et simulations avec des pilotes expérimentés, l'enquête montre que retourner à LaGuardia ou même à un autre aéroport n'aurait pas marché en conditions réelles. Le rapport met aussi en lumière plusieurs problèmes, comme les checklists trop longues de Sully et Jeff, ou encore certains passagers qui n'ont pas suivi les consignes de sécurité. Mais évidemment, le point de bascule de tout cet accident, c'est la collision avec les oiseaux. En fait, c'est un problème bien connu dans l'aviation qui s'appelle le risque aviaire. Dites-vous que chaque année, il y a environ 13 000 collisions avec des oiseaux et l'impact financier est estimé à 400 millions de dollars et tout ça seulement aux États-Unis. Donc c'est un problème que les ingénieurs aéronautiques ont évidemment en tête quand ils bossent sur un réacteur d'avion. Alors pourquoi l'Airbus A320, un monstre de l'aviation dont les réacteurs sont testés des centaines de fois dans des conditions réelles avec de véritables oiseaux, qui est censé pouvoir encaisser une collision comme celle-ci, n'a pas tenu le choc? Et il s'avère qu'après test ADN, les oiseaux qui ont percuté les réacteurs sont identifiés. Ce sont des bernaches du Canada. Alors, je suis pas ornithologue, mais je peux l'affirmer, là on n'est pas sur du moineau ou du pigeon. On parle de gros oiseaux qui peuvent peser jusqu'à 6 kg et atteindre les 1,80 m d'envergure. Et durant son enquête, le NTSB découvre que 4 de ces animaux sont entrés dans les réacteurs. Imaginez un peu, l'Airbus A320, ça a beau être l'un des avions les plus sûrs du monde, ces moteurs sont pas pensés pour encaisser de tels chocs. En fait, les réacteurs ont été construits pour pouvoir résister à un choc direct avec un oiseau d'une masse maximale d'1,85 kg. Or, la taille et le nombre d'oiseaux ingérés par les réacteurs dépassent largement ce poids. En conclusion, le NTSB reconnaît que la situation était un cas quasi inédit dont l'issue avait de grandes chances d'être catastrophique. Mais le professionnalisme remarquable dont a fait preuve l'équipage et le sang-froid hors du commun de Sully ont permis d'accomplir l'impossible. Sully est félicité et le NTSB salue un véritable exploit comme l'histoire de l'aviation en a rarement connu. Même si lui a pas vraiment l'air de vouloir recevoir tout ce mérite. Lives were saved due to the combination of a very experienced, well-trained crew, all of whom acted in a remarkable display of teamwork. On peut le dire, Chesley Sullenberger était définitivement l'homme de la situation. Instantanément, Sully devient un héros national. Sur le moment, lui, faisait juste son taf. Il s'en rend pas compte, mais il vient de marquer l'histoire de l'aviation et même l'histoire des États-Unis à tout jamais. Le maire de New York, Michael Bloomberg, remet symboliquement à Sully et tout l'équipage les clés de la ville. Rien que ça, c'est une distinction légendaire. Mais en plus, le président George W. Bush l'appelle personnellement pour le féliciter. Et quelques jours plus tard, le nouveau président élu Barack Obama l'invite à sa cérémonie d'investiture. Il est acclamé non seulement par les Américains, mais aussi par le monde entier. Il peut plus se balader tranquillement comme n'importe qui. Du jour au lendemain, il passe du statut de très bon pilote en fin de carrière à celui de superstar. C'est le symbole de l'héroïsme américain par excellence. Sauf que contrairement aux héros américains de base qu'on a l'habitude de voir, lui, il est plutôt introverti, discret. Il parle pas beaucoup, Sully. Il a vite dû s'adapter. Ladies and gentlemen, please welcome Sully Sullenberger. Captain Chesley Sully Sullenberger. Captain Sully Sullenberger. Il est invité partout. Plateau télé, cérémonie, décoration. Il entre carrément dans la culture populaire. Même chez nous, où il reçoit la Légion d'honneur. Son histoire fascine tellement qu'il est contacté par Jeffrey Zaslow, encore un Jeff, un journaliste du Wall Street Journal pour écrire un livre intitulé Sully, la formidable histoire du héros de l'Hudson. Le livre cartonne forcément et Hollywood s'y intéresse directement. En même temps, bon, vous avez vu le truc, le scénario il est déjà écrit. Très vite, un projet de film se retrouve sur la table avec un budget de 60 millions de dollars. Sully est même impliqué dans le projet et le film trouve son réalisateur. Et c'est pas n'importe qui. Bon. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter Clint Eastwood? Incontestablement l'une des plus grandes légendes de l'histoire du cinéma. Et en fait, ce choix,
il n'est pas fait au hasard. L'histoire du vol 1549 parle à Clint Eastwood, elle lui est même carrément familière. You oddly lived through a similar scenario back in the 1950s when you were with the Army. Yeah, I was on a military plane as a passenger, and we went in the Pacific Ocean. The guy did a terrific job of landing it in the water. On comprend mieux pourquoi il veut être sur le projet. Et l'acteur qui incarnera Sully est lui aussi tout trouvé. J'ai envie de vous dire qui de mieux qu'une légende pour incarner une légende. Le film sort le 9 septembre 2016 aux États-Unis et connaît un gros succès. 240 millions de dollars de recettes à travers le monde. La critique salue son réalisme et son respect des faits réels, excepté pour ce qui est du NTSB. Vous savez, l'organisme qui était chargé de l'enquête, dans le film ils sont représentés comme l'antagoniste. Alors que je vous l'ai dit plus tôt, ils faisaient seulement leur taf sans accuser Sully de quoi que ce soit ou le mettre en difficulté. Plusieurs enquêteurs dénoncent même cette représentation trompeuse. Même Sully et Tom Hanks ont reconnu que le film abuse totalement et donne une image injuste du travail réel des enquêteurs. Mais bon, c'est Hollywood, il fallait bien un méchant dans l'histoire. Quoi qu'il en soit, ça reste un excellent film qui remet Sully sur le devant de la scène. Et lui qui devait prendre sa retraite de pilote tranquille après tout ça, je vous fais un résumé de sa retraite. Consultant en aviation pour la chaîne CBS, soutien politique du Parti démocrate, conférencier expert en aviation, ambassadeur du Conseil de l'organisation de l'aviation. Et je peux encore continuer. Le pilote calme et introverti, il a bien changé. I'm Tom Hanks, and I'm gonna be a big movie star. Aujourd'hui, il a 74 ans et vit sa vie de héros paisiblement aux côtés de Laurie. Lui et Jeff sont évidemment restés super proches. Bon, vous l'avez compris, Sully vit littéralement pour l'aviation et continuera très certainement jusqu'à son dernier souffle. Et certains se demandent peut-être depuis tout à l'heure, il est où l'avion ? Est-ce qu'il est au fond de l'Hudson ? Eh ben non, mais ça demandait beaucoup de moyens pour le sortir de là. Après plusieurs jours de galère, ils ont réussi à sortir l'avion de l'eau, puis il a été transporté pour être exposé dans la galerie principale du musée de l'aviation Sullenberger, à Charlotte, la ville où il devait atterrir à l'origine. Et oui, vous avez bien entendu, le musée Sullenberger. Le musée de l'aviation de Charlotte a carrément été rebaptisé en l'honneur de Sully. Pour marquer les esprits, l'appareil est exposé tel quel. Et les passagers du vol 1549 s'y réunissent régulièrement pour que cet événement incroyable, ce miracle, ne soit jamais oublié. Le miracle de l'Hudson restera à jamais l'une des pages les plus incroyables de l'aviation. C'est l'histoire d'un pilote ordinaire passionné qui pensait vivre une vie routinière assez tranquille jusqu'à ce que ce jeudi 15 janvier 2009 vienne la faire basculer. Ce jour-là, c'est le sang-froid de Sully, mais aussi le courage de Sheila, Donna, Doreen et Jeff qui ont permis de sauver la vie de 150 passagers, comme Vicky Bernhardt, Rob et Jeff Kolodjé. Plus qu'un simple exploit technique, c'est une histoire d'humanité et de solidarité. 15 ans plus tard, Sully continue de rendre hommage à celles et ceux qui étaient avec lui ce jour-là. Here we are on the 15th anniversary of the landing of Flight 1549. I'm reminded of the heroism and the dedication of passengers, crew, first responders, rescuers. This event gave us hope, and I think for many it renewed our faith in human nature. We each possess within us the potential for serving a cause greater than oneself. C'était l'histoire de Sully et du miracle de l'Hudson. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like si elle vous a plu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines. Alors je sais que le sujet a été abordé des milliers de fois, mais j'aime tellement le film Sully que je vous conseille vraiment au passage que je tenais à raconter cette histoire. Alors comme d'hab, j'ai utilisé pas mal de sources et de documentaires pour illustrer cette vidéo, je vous mets les liens en description. Je me suis aussi beaucoup servi de l'autobiographie de Chesley Sullenberger. S'il y a une histoire vraie qui a inspiré un film et que vous voulez que j'en parle, dites-le moi en commentaire. Voilà, moi c'est Max, merci de m'avoir écouté.